France Inter. L'actualité ultramarine a son journal dans le 5-7. Bonjour Tessa Groman. Bonjour Mathilde. La flamme olympique est dans les Outre-mer. La flamme est allumée. Je crois qu'on peut les applaudir très très fort. Saint-Pierre! Saint-Pierre de la Réunion, l'une des 8 étapes de la flamme olympique sur l'île de l'océan Indien. C'était hier. Et aujourd'hui, comme par magie, la voilà dans le Pacifique. La Polynésie prend le relais de la flamme pour quelques heures, avec d'autant plus d'émotion que le territoire accueille l'une des épreuves des Jeux olympiques. Maruki Duri, Polynésie, la première. Le parcours de la flamme olympique à Tahiti débutera à Te Ahupu'o, là où auront lieu les épreuves de surf. La torche va ensuite traverser 10 communes, dont celle de Moéa-Simon, directrice générale adjointe des services. L'objectif, créer l'engouement populaire tout en assurant la sécurité. Pour les bénévoles, on espère pouvoir atteindre plus de 500 bénévoles. Pour la commune de Pilèvre, évidemment, donc tout le service de sécurité civile et publique, donc ça fera plus d'une cinquantaine d'agents qui seront mobilisés pour la journée du 13 juin. À Tahiti, l'allumage du chaudron aura lieu aux alentours de 18h30, heure locale, devant 2000 personnes, diffusées en direct à la télévision. L'identité du dernier relayeur n'est pas encore connue, mais ce sera forcément une grande figure du sport tahitien. Et la torche terminera à son tour des Outre-mer aux Antilles. D'abord la Guadeloupe le 15 juin, puis la Martinique le 17 juin. En Nouvelle-Calédonie, après un mois de crise, les entrepreneurs espèrent une reprise rapide de leur activité. Pour le moment, aucune aide ne leur a été versée et ils comptent sur celle de l'État pour fonctionner et payer leurs employés. À la Foa, à 100 km au nord de Nouméa, un cabinet de conseil spécialisé en gestion des affaires tente d'accompagner ces chefs d'entreprise. Julie Straboni, Nouvelle-Calédonie la première. Cela fait 2 ans qu'Émilie Olivier a débuté son activité. Mais depuis le début de la crise, elle a principalement rendu service. Ça fait quand même pas mal d'entrepreneurs qui m'appellent à peu près tous les jours pour des renseignements, où est-ce qu'on en est, décrypter un peu les textes. Mais c'est compliqué, faire la demande de subvention. Puis non, c'est bon, on va y arriver, je peux t'accompagner. Voilà, alors, tout ça c'est gratuit. Après, ouais, c'est ça, c'est être présente, quoi. Émilie Olivier sent que l'inquiétude grandit chez les entrepreneurs. C'est compliqué. Tu sens que la tension dans le village est palpable ici, tout le monde se connaît. Et surtout, ça a été la lenteur pour tout, pour tous les réapprovisionnements. Dans le BTP, il faut qu'ils aillent à Nouméa et ils peuvent pas y aller. Et l'argent va manquer. L'éclaircie attendue pourrait venir des aides de l'État qu'il est désormais possible de solliciter en ligne. En juin, Émilie Olivier s'attend à remplir de nombreuses demandes d'échéancier des cotisations. En Guyane aussi, les côtes souffrent d'érosion. C'était d'ailleurs le thème principal d'un séminaire organisé à Cayenne par l'Observatoire de la dynamique côtière. Les élus des communes de l'Ouest ont pu y partager leurs expériences. Enzo Dubessé. À Walaï-Alimapo, la mairie a par exemple dû construire une nouvelle route pour remplacer l'ancienne, trop souvent submergée. Elle réfléchit au réensablement de sa plage et à modifier les documents administratifs de la commune pour anticiper le déménagement des 300 habitants de Yalimapo. Tiffany Ariwanari, première adjointe de la commune, témoigne. Anticiper, c'est aussi se dire qu'on peut être dans le pire. Le pire pour nous du scénario, ce serait de déplacer les habitants de Yalimapo. On doit en tout cas essayer de balayer le plus de possibilités possibles face à un phénomène qu'on ne maîtrise malheureusement pas. À Kourou, la municipalité a déjà décidé d'installer des épis en bois au large pour casser la houle et freiner l'érosion le temps de déplacer une partie de la population. Jean-Paul Malagan, directeur adjoint des services de la commune. Alors dans un premier temps, on a estimé à 341 logements de tout type, maisons individuelles ou habitat collectif, mais sur des études qui ne prenaient pas encore, il y a 3 ans, le simple fait de monter l'eau que depuis on a, il y a fort à parier qu'on soit plutôt sur du 500 logements impactés. Enfin, les collectivités font aussi face à de nombreux freins financiers. Ces mesures de protection et d'adaptation se chiffrant en centaines de milliers d'euros, voire en millions pour les relogements. Un reportage d'Enzo Dubessé, Guyane la première. Bonne journée. Bonne journée Tessa Groman, vous êtes journaliste à la première vous aussi.